Très bien. Eh bien, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver à nouveau. Merci encore au professeur Le Joyeux d'être avec nous ce soir pour pouvoir aborder une thématique qui est au fond euh, très tachlos, comme on dit, n'est-ce pas, en judéo-arabe, c'est-à-dire extrêmement concrète, puisque nous en sommes, en tout cas, les parents qui ont encore des enfants dans l'univers scolaire en sont déjà à 3 mois de vacances. Des jolies colonies de vacances, on chantait quand on était enfant. Et évidemment, comment prendre cette période? Est-ce que c'est une période qu'il faut prendre comme étant une forme d'opportunité, comme une aubaine, ou de manière différente? Eh bien, voilà, c'est un petit peu de cela dont on a envie de parler avec vous ce soir, avec le professeur Le Joyeux, que je remercie encore parce qu'il est quand même bien, bien occupé, hein, il me semble, mais il consacre à chaque fois du temps pour pouvoir échanger et surtout partager son savoir. Merci à vous d'être là. Et bien entendu, sans attendre, donc nous allons commencer ces regards croisés sur cette période et plus particulièrement dans le domaine des enfants et le domaine du scolaire. Vous aurez sûrement beaucoup, beaucoup de choses passionnantes à nous dire. J'interviendrai après votre passage. Et puis après, bien sûr, ça sera comme la fois dernière, la place aux questions. Professeur Le Joyeux, bienvenue parmi nous et nous sommes à votre écoute. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça va là, le son est bon, l'image est bon, la technique est avec nous? On est bon. Bon, très bien. Alors, écoutez, moi, je suis très content. Vous savez, à chaque fois, vous me posez des sujets qui me font travailler. Donc, moi, j'aime bien l'idée qu'on me fasse travailler sur un sujet. Et au fond, votre question, qui est une question qui est à la limite entre la médecine et la psychologie, c'est de savoir si ces mois j'allais dire, de chômage obligatoire de l'école réelle c'est un peu ce qu'on s'était dit, une chance ou une opportunité, ou plutôt une catastrophe. Moi, j'insiste beaucoup pour vous dire qu'il n'y a pas, après ce qu'on a vécu et après toutes ces histoires de pandémie, il n'y a pas de trouble psychiatrique obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas atteint d'une maladie de l'esprit, de l'enseignement, de l'éducation obligatoire induite par la pandémie. Donc, il n'y a rien d'obligé. La première chose très sympathique, c'est que, vous savez, nous, on voyait en faculté de médecine, les étudiants n'avaient pas tellement envie d'aller en cours. Ils trouvaient toujours des bonnes raisons de ne pas y aller. Et bien, quand on leur a empêché, quand la pandémie les a empêchés d'aller en cours, ils ont découvert que ce n'était pas si mal d'avoir le prof en face d'eux, d'avoir un enseignant en face d'eux. Bon, certes, ce qu'on fait ce soir est sympathique, mais je pense que le moment où on pourra reprendre une convivialité directe, une convivialité en face à face, et peut-être que déjà, c'est une première chose qu'on a apprise, c'est que bien sûr qu'on garde le lien, et ce que vous faites là et toutes les activités que vous faites en lien, en virtuel sont formidables, mais il y a une petite magie du direct, de la relation personnelle qu'ils n'ont pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très intéressante sur tous ces enseignements en ligne qu'ont eu les jeunes, qu'ont eu les étudiants, c'est que tout ce qui est en ligne doit être court. Vous savez, quand vous faites un enseignement, vous le faites plutôt long, vous prenez 1 heure, vous prenez le temps d'exposer, ça ne marche pas comme ça. En ligne, on est plus inattentif. Certains déjà sont allés voir autre chose, je suis sûr, sont allés un tout petit peu zapper, se débrouillant bien avec Zoom. Au fond, l'Internet, les cours en ligne, c'est l'ère du morcellement de l'information et de la nécessité d'avoir quelque chose qui flash, quelque chose qui accroche, quelque chose qui soit en permanence stimulant. Et dès qu'on est moins stimulant, ça va moins bien marcher, on va être moins tenté. Donc, si vous voulez, tout le processus pédagogique qui revient par définition à apprendre des choses plutôt longues, à apprendre des choses plutôt difficiles, à travailler sur des textes, à travailler sur des concepts, là est rendu un petit peu compliqué par le fait qu'il faut aller vite. Et il y a une sorte d'incompatibilité phénoménologique entre la nécessité d'une rapidité, hein, on fonce, on a des flashs et ce qu'on pourrait appeler une sorte de zapping mental. Et tout ce qui est de la pédagogie, ce n'est pas à vous qui étudiez des textes si compliqués et si ardus que je vais dire qu'un texte qui se découvre en quelques secondes, c'est peut-être qu'il n'était pas si difficile que ça. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'incompatibilité entre complexité et rapidité. Il y a d'autres petites choses un peu plus médicales
c'est le sujet des relations entre la veille et le sommeil. Vous avez remarqué que l'Internet, ça marche bien le soir, ça marche bien la nuit. Ce n'est pas forcément le premier truc qu'on fait en se levant. Et ce qu'on voit médicalement, c'est que plus on va consommer de l'Internet, plus on va avoir tendance à se décaler vers le soir. Plus on va être du soir, moins on va être du matin. On va avoir tendance à traîner, à regarder un film qui dure tard, à regarder une série. On veut absolument avoir le dernier épisode d'une série, ou même à suivre un cours. Et puis, on va avoir tendance un petit peu à traîner le matin. Et ce que nous montrent beaucoup d'études de neurobiologie, c'est que plus on est du soir, plus finalement on a du mal, on a du mal sur les problèmes complexes. Les sujets les plus difficiles, les plus ardus, les plus conceptuellement intrigants, on va mieux les traiter en début de journée que le soir. Donc, vous voyez, ce décalage qu'on pourrait appeler ce décalage de phase entre le matin et le soir, ça aussi, ça peut être un sujet, et je pense qu'on en parlera dans les questions vis-à-vis duquel il faut être vigilant. L'autre chose, vous avez remarqué que d'habitude, quand on allait en cours, quand on allait en fac, quand nos étudiants vont en fac, ils se déplacent, ils sortent de chez eux, ils marchent, ils bougent. Le maître mot de ce temps a été la sédentarité physique. Et c'est pas bon, la sédentarité physique, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour l'esprit. Ça diminue ce qu'on appelle le facteur de croissance des neurones, ça fatigue, enfin d'une certaine manière, si je le dis, c'est pas exactement juste comme ça, mais ça fatigue les neurones. L'autre chose, j'entends souvent des parents se plaindre du fait que leurs enfants sont trop sur leur téléphone portable, sont trop sur leur ordinateur, qu'on préférerait les voir dans des relations, dans de la vraie vie, si j'ose dire. Le problème de cet enseignement diffusé, tel qu'on a pu le connaître pendant 3 mois, c'est qu'il nous a obligés à passer par la machine. Sans la machine, on ne faisait rien. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette étrange machine qui est un ordinateur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Internet, on a été obligés. Et vous savez, c'est comme si vous habitiez dans un café et que vous voyez toute la journée servir des demi, des calvas, du cognac. À un moment, vous allez quand même être tenté. Vous allez dire, je suis là. On a l'habitude de ça en psychologie. L'offre crée la demande. Plus on va vous offrir d'Internet, de machines, d'informatique, plus finalement vous allez en vouloir. Et après, allez dire à un jeune ou à un moins jeune qui a passé 3 heures à étudier, tu sais, l'ordinateur, c'est peut-être un peu toxique, c'est peut-être un peu déstructurant, il va falloir que vous soyez très convaincant, vous le serez peut-être après moi et vous allez l'être beaucoup plus que moi, mais moi, en tout cas, je peux vous dire dans mes consultations, quand on me dit, on a des jeunes qui sont bloqués sur l'Internet, oui, mais ils se servent de l'Internet et c'est tout le piège pour étudier, pour avancer, pour ne pas décrocher socialement, comme on le dit. Donc, cette obligation de la technologie est une vraie difficulté. L'autre chose, l'autre risque, l'autre danger, c'est ce qu'on appelle la perte de la vraie convivialité. C'est-à-dire que si le fait d'envoyer des messages sur Internet me permet d'établir des vrais liens, nous, on va en rétablir des vrais liens, on le sait, c'est pas grave. Si le seul lien passe par l'Internet, si les seuls amis qu'on a sont les likes, vous voyez, si on a à la fin de la conférence beaucoup de likes, beaucoup de petits cœurs, beaucoup de choses comme ça, eh ben, c'est pas ça qui va nous donner une vraie existence, une vraie épaisseur existentielle. Ce dont on a besoin, ce sont de contacts réels, dans la vie réelle ou même au téléphone. Et on voit très bien comment certains, notamment les plus jeunes, vont préférer suivre la manière dont leur profil, alors on est toujours en retard d'un nom de profil entre Instagram, Facebook, Twitter. Je crois que Facebook, c'est maintenant très vieux. C'est devenu, je vois qu'on est diffusé sur Facebook. Alors, il ne faut pas que je dise ça. Mais en tout cas, il y a à chaque fois le nouveau. Et au fond, cette convivialité en ligne, si elle est la seule, n'est pas une convivialité rassurante. L'autre chose, c'est que, vous savez, c'était Ésope qui disait la langue de l'homme peut être la plus belle ou la pire des choses. Une langue peut dire des tellement belles choses, peut vous élever et peut aussi dire des horreurs. Hein, la mauvaise langue, vous savez bien ce que c'est. Et bien l'Internet, c'est pareil. L'Internet peut être aussi l'endroit où se véhiculent les théories complotistes, les fausses informations, les injures racistes, les perversions sexuelles. Et on est confronté à un média, on est confronté à une technologie qui à la fois va nous donner des cours et des cours très intéressants, mais va aussi, si on s'y aventure un tout petit peu dans un coin, nous donner
au mieux une fausse idée ou un débat médical impossible, hein, vous en avez vu, et je ne rentrerai pas dans ces débats médicaux impossibles, ou au pire, même encore plus grave, une idéologie criminelle. Vous savez que tous les réseaux extrémistes, vous savez qu'on surveille les conférences Zoom pour ne pas être attaqué en direct par des extrémistes de tous bords et de toutes obédiences qui n'ont comme plaisir que de diffuser des images qui obscènes, qui agressives. Donc, vous voyez, on est dans ce truc-là. Et la dernière chose que je vois, moi, en consultation, chez ceux qui travaillent beaucoup en ligne, là, c'est plus le télétravail, c'est qu'au fond, on est dans un statut intermédiaire entre le travail et le repos. Oui, c'est génial, je peux travailler sans me déplacer de chez moi, je peux travailler simplement en ouvrant ma machine. Sauf qu'à un moment, c'est tellement génial que je ne sais plus si je suis en train de travailler ou si je suis en train de me reposer. Je suis dans un état intermédiaire où mon ordinateur est allumé, je réponds à un mail professionnel, je réponds à une sollicitation professionnelle, en même temps je joue sur un autre écran. Vous voyez, on est sur un multitâche et un multifonction. Donc tout ça sont des effets dont il va falloir qu'on se ressorte en reprenant, et on l'espère le plus tôt possible pour des raisons sanitaires, la confrontation au réel. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, c'était sur la psychologie. La deuxième chose, et je vais être très rapide là-dessus pour vous laisser la parole, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'être face à un écran longtemps, le fait de n'avoir de relation qu'en ligne, expose ou aggrave 3 grandes maladies. Là, je vais faire 2 secondes le docteur, si vous me le permettez. La première, ce sont les addictions. C'est tellement facile. Vous avez raison de couper les vidéos des participants, parce qu'il y a des fois des cours où on voit en fin de cours, alors au début, ça commence, moi j'ai envie de faire de la dictologie, vous voyez, en permanence, quand je vois des cours en ligne. On les voit prendre une cigarette ou un cigare, on a envie de leur dire, vous savez, il vaudrait mieux que vous suiviez le cours sans la cigarette ou le cigare. Puis après, on voit arriver un verre d'alcool, et puis autre chose. Et au fond, il y a une vraie facilité, on est chez soi, c'est très tranquille, on a accès à toutes les bouteilles, on a accès à tous les produits, donc il y a une facilitation des addictions. Et ce qu'on a vu d'ailleurs depuis le début du confinement, c'est que ceux qui n'étaient pas dépendants ne le sont pas devenus. On n'a pas attrapé l'alcoolisme simplement parce qu'on n'a pas pu sortir, mais celles et ceux qui étaient exposés, qui avaient précédemment une addiction, l'ont aggravé. Nous, on a fait dans le service des groupes Zoom, comme vous faites là, mais avec des groupes de patients, avec des patients experts, qui permettaient à ceux qui se sentaient fragiles du fait de l'addiction, justement, de rester. Alcool, tabac, cannabis, ça va dramatiquement bien avec la position assise, les longues soirées, et au fond, c'est une vraie complication potentielle du virtuel. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les troubles déficitaires de l'attention. C'est une maladie sur laquelle moi, je ne suis pas forcément très compétent puisque je suis psychiatre d'adulte, je ne suis pas pédopsychiatre, mais dans le monde entier, on traite les troubles déficitaires de l'attention en leur donnant plutôt des psychostimulants, c'est-à-dire des dérivés de la Ritaline. En France, il y a encore des grands débats. Aux États-Unis, il n'y en a plus. Quand un enfant a un vrai trouble déficitaire de l'attention, on le traite et on considère que c'est une perte de chance de ne pas le traiter. Puis on ne traite évidemment pas tout le monde. Mais vous voyez bien que si vous avez du mal à vous fixer sur une information, ça va être d'autant plus dur de vous fixer sur des informations en ligne. Et la troisième situation vis-à-vis de laquelle on est particulièrement vigilant, c'est la dépression, c'est la tristesse. Parce que tant qu'à être triste, vaut mieux pas être triste tout seul, vaut mieux avoir des copains avec qui on partage cette tristesse, ne serait-ce que si on est vraiment triste, ils vont s'en apercevoir, et l'isolement virtuel peut l'aggraver. Donc, vous voyez, et je ne vais pas aller plus loin, et on pourra après évidemment interagir avec toutes les questions qui vous paraissent pertinentes, une psychologie qui va un peu changer, un cerveau qui va un peu changer à force d'avoir des contacts, surtout en ligne, et puis 3 vraies maladies de l'esprit qui peuvent apparaître. Et puis, pour vous dire à quel point notre esprit est plastique, je vais vous raconter une petite histoire qui vient de sortir. Moi, j'aime bien vous raconter des petites recherches. On a fait une recherche sur le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens. Et on s'est aperçu que quand un chauffeur de taxi londonien apprend les rues de Londres, il y a quelque chose comme 25 000 rues à Londres, et ben, au moment, quand il réussit son examen de chauffeur de taxi, il a un cerveau qui a changé de configuration, qui a changé de connexion. Donc, on ne l'a évidemment pas fait après le confinement, mais c'est
tout à fait sûr que changer le mode de relation à la connaissance a changé quelque chose, mais on rechangera dans l'autre sens avec ce qu'on est en train de faire de là, c'est-à-dire la convivialité, l'activité physique et puis une vraie vigilance vis-à-vis de ce qui peut être le plus dans la pathologie. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Mais je pense que les questions vont abonder tout à l'heure. Et moi, si ça ne vous dérange pas, eh bien, je vais essayer donc de réfléchir, une fois qu'on a entendu tous ces éléments-là, à des problématiques auxquelles tous les parents ont été confrontés justement pendant cette période. Alors, vous me le disiez un jour, vous préfériez que les enfants soient addicts aux séries télé plutôt qu'au cannabis, et on peut le comprendre. Ah oui, oui, même beaucoup, sans aucun doute, oui. On voit pas, ça mange pas le cerveau pareil. Exactement, exactement. Mais il y a quand même une étude qui est sortie aujourd'hui, une enquête qui explique que les ados sont en moyenne pendant cette période 10 heures par jour sur leurs écrans, et les petits-enfants, les enfants d'entre 6 et plus, sont en moyenne 4 heures par jour sur les écrans. Donc évidemment que c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on réfléchisse, mais on va essayer de reposer un petit peu plusieurs problématiques auxquelles aujourd'hui on est confronté en tant qu'adulte par rapport à nos enfants, dans la rupture avec l'univers scolaire, avec tout ce que ça a pu générer chez eux. Tout d'abord, évidemment, on n'en parlera pas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, les inquiétudes qui ont pu saisir les enfants, le fait qu'ils ont été extrêmement exposés à toutes sortes de nouvelles en tout genre, le fait qu'ils aient pu entendre à droite et à gauche toutes sortes d'événements qui ont pu avoir lieu, c'est autant d'éléments qui ont pu être le support d'un échange avec eux et qu'il faut absolument essayer de développer. On ne sait pas comment nos enfants ont réellement vécu cette période. Au-delà de la problématique dans la relation à l'école que l'on va essayer de traiter dans quelques instants, on ne sait pas véritablement comment ils l'ont vécu. Alors, évidemment, je ne veux pas être pesant, on ne doit pas être anxieux et encore moins anxiogène, mais les enfants de tout âge ont été confrontés avec la problématique de la maladie, ont été confrontés avec une certaine forme de peur, ont vu qu'il y avait une nécessité de se protéger, ont peut-être malheureusement entendu dans leur entourage des choses qui sont difficiles et eh bien, n'ont peut-être pas eu encore un espace de parole pour pouvoir exprimer la manière dont ils l'ont ressenti. Cette période est donc, à ce niveau-là, au fond, une opportunité extraordinaire. Et j'ai envie de citer un texte du Talmud que j'affectionne particulièrement. Enfin, tout le Talmud est merveilleux, mais celui-là, c'est une discussion entre des grands maîtres. Et cette discussion, c'est de savoir s'il était bon pour l'humain d'avoir été créé ou pas. La question est quand même assez surprenante. Dieu se serait-il trompé? Eh bien oui, nos grands maîtres discutent et posent la question, était-il bon pour l'humain d'avoir été créé? Et puis ils arrivent à la conclusion, au bout de 2 ans et demi, qu'il aurait mieux fallu ne pas être créé parce que la vie est parfois un peu complexe. Et ils continuent, ils disent, Avalar Shav chez Nivra, mais maintenant qu'on a été créé, on fait quoi? Et je crois qu'il y a ici déjà un état d'esprit à avoir pour nous en tant que parents, en positionnement par rapport à nos enfants. C'est-à-dire, d'un côté, ne pas avoir peur de dire que ce qui se passe nous dérange, c'est-à-dire que avoir des discours pseudo-religieux dans lesquels mais tu verras, mais Dieu, etc., ne sert à rien, strictement à rien, parce que d'abord, on ne sait pas et on ne va pas se mettre à la place de Dieu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire, oh là là, qu'est-ce qu'on aurait aimé que cette épidémie n'existe pas? Qu'est-ce qu'on aurait aimé que les choses se passent normalement? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Et ça va être très intéressant parce que sur la base de cela, les enfants pourront à un moment exprimer quelque chose. Et les réponses peuvent être passionnantes, puisque maintenant on est, et on l'espère très fort, en fin de pandémie. Au fond, on aurait quand même bien aimé que ça ne se passe pas. Et puis les enfants disent, ah non, 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 pas du tout. Au contraire, c'était super, c'était génial. Et sur la base de cela, on va pouvoir déjà découvrir la manière dont ils l'ont vécu. Ou alors, on va entendre d'autres paroles. Ah là là, qu'est-ce que je suis content que ça soit terminé, j'avais peur et tu te rends compte et tu te rends compte. Et donc, on va déjà avoir des informations sur leur vécu à travers cette parole que l'on va exprimer de manière claire. Et cette parole que l'on va exprimer de manière claire, c'est « nous aurions préféré que cette période n'existe pas ». Je ne parle pas, bien sûr,
de toutes celles et de tous ceux qui ont profité pour partir à Acapulco et faire là-bas leur confinement tranquillement. Bon, mais ça, en effet, je peux le comprendre qu'en effet, ça peut être une période fort sympathique. Et après, il va être important pour nos enfants d'entendre comment nous avons vécu les choses. Et à ce niveau-là, eh bien, je vais vous poser une question à toutes et à tous. Un enfant qui se lève le matin et qui nous dit « je n'ai pas envie d'aller à l'école ». Qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, si on réfléchit 30 secondes, on lui dit « Mazal Tov, tu me rassures, tu es un enfant normal ». D'accord? Pourquoi? Parce qu'un enfant qui se respecte, eh bien, régulièrement, n'aura pas envie d'aller à l'école. Donc, de la même manière, nous allons essayer de notre côté de leur dire que nous pouvons comprendre que pour eux, ça a été aussi une période sympathique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été à l'école. Et à ce moment-là, essayer d'entendre pourquoi pour eux, c'était intéressant de ne pas y aller. On va pouvoir, au fond, identifier si pour eux, c'est le plaisir de ne plus avoir de devoirs, ou alors c'est le plaisir de pouvoir être enfin à la maison et de pouvoir jouer. Et ça va être très intéressant parce que à notre niveau, à nous en tant que parents, on va pouvoir détecter la relation qu'ils ont aux choses. Donc, en premier lieu, on aurait préféré que cette période n'existe pas. Et là, on attend de voir comment eux vont réagir pour, pardonnez-moi, avoir des informations sur la manière dont ils ont perçu les choses et est-ce qu'ils ont su mettre en exergue la partie, qu'on le veuille ou pas, plus ou moins sympathique de cette ambiance un peu différente, ou au contraire, c'est la partie d'anxiété qui a été là, sur laquelle on va travailler. Dans un second temps, on va en effet, entre guillemets, je dis bien, un peu les provoquer sur cet univers scolaire en leur disant, au fond, c'est pas mal de ne pas être à l'école. Et là, on va entendre. Et à partir du moment où on va entendre, on pourra avoir des informations sur cette dimension-là. La difficulté, évidemment, que les enfants ont pu vivre pendant cette période, et là, je parle avant tout de la difficulté, c'est qu'ils ont vu souvent leurs parents, j'ai presque envie de dire H24. Or, qu'on le veuille ou pas, dans tout couple qui se respecte, il y a des hauts et des bas. Ces hauts et bas, souvent les enfants ne les voient pas. Et ces hauts et ces bas ne sont pas catastrophiques. Ils font partie de l'économie de tout couple qui se respecte. Et évidemment, sur cela, ils pourraient éventuellement avoir chez eux une forme d'inquiétude s'ils ont pu voir à un moment ce qu'on appellerait des formes de prise de bec qui ont été liées parfois au fait qu'on était sous pression, c'était le quotidien, et des enfants qui se disputent, mais pourquoi je t'avais dit de les occuper, etc., etc. Et donc, c'est peut-être à ce moment-là, et je parle pour les personnes bien sûr qui sont en couple, les personnes qui ne le sont pas, je comprends que la problématique est légèrement différente, déjà il n'y aura pas de conflit, c'est déjà qu'ils voient aussi combien il peut y avoir à un moment une forme de tension, mais que celle-ci n'est pas révélatrice d'une problématique de fond. Ils peuvent ressortir de là en ayant vu éventuellement papa ou maman se retrouver dans des situations de tension comme il peut en exister dans tous les couples, et malgré tout, ils voient que papa et maman s'aiment et l'expression de cette relation d'amour va être quelque chose qu'ils vont vivre de manière beaucoup plus forte et qui va, quelque part, les rassurer, leur donner une forme de stabilité et de mieux-être au niveau de leur psychologie. Donc, on a, au fond, ces situations-là, mais n'oublions pas qu'on peut parfaitement s'en servir comme support pour pouvoir les renforcer et au contraire qu'ils voient qu'un couple qui n'est peut-être pas toujours au beau fixe, comme tous les couples qui se respectent, n'est pas un couple qui ne s'aime pas profondément, dans laquelle il n'existe pas une véritable relation. Ça, c'est donc cette autre idée. Évidemment, et là-dessus, la problématique, elle est très présente, c'est une problématique pédagogique. Alors, on a le problème des adolescents qui sont en bac, et sur cela, évidemment, depuis le CP, on nous a fait rêver du bac, et même si on nous l'offre, cette idée de ne pas voir passer l'examen est difficile. Et n'oubliez pas que dire à un enfant, mais ça va, c'est bon, au moins tu l'as eu, tu vois, tout va bien. Eh bien, non. Qu'on le veuille ou pas, la Gemara, les maîtres du Talmud nous disent que Rotse Adam, Bekafshelo Yoter Mitisha Kabin Shalchavero, ce qui veut dire un individu préfère son kilo de pommes de terre pour laquelle il a travaillé plutôt que les 9 kilos de pommes de terre que son ami va lui donner. Pourquoi? Parce que tout simplement, un cadeau, c'est sympathique, mais ce que l'on a réussi à acquérir à travers son effort a une saveur particulière. Et donc, soyons
conscients que pour eux, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu. C'est quoi? Ce défi de se confronter à eux-mêmes à travers un examen qui va sanctionner quelque chose. Et ça, nous devons accueillir en tant que parents, en tant qu'adultes, leurs déceptions, leurs difficultés. C'est quelque chose que l'on doit entendre, c'est quelque chose que l'on doit recevoir. Et à travers cela, mettre en mots et dire « je comprends que pour toi, tu aurais préféré », car en effet, produire un effort et avoir un résultat est quelque chose qui, au fond, tellement plus agréable et quelque chose qui nous nourrit tellement plus. Donc, on a ici cet élément-là qui va être très important et qui va leur apporter beaucoup parce qu'ils vont prendre conscience que nous comprenons ce qui se joue à l'intérieur d'eux. En ce qui se passe au niveau des enfants dans les autres classes. Alors, évidemment, quel est le problème numéro un que l'on a avec les enfants dans le cadre scolaire? Alors, le problème numéro un, c'est quoi? C'est de leur apprendre à être constant dans leur travail. La notion de constance, vous savez, dans l'éducation, est au cœur de la réussite. Je peux vous le garantir, quand vous avez un parent, au moins un parent, qui possède cette qualité et qui arrive à la faire passer aux enfants, cette constance dans l'effort est quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, cette période-là, il n'y avait pas d'exigence trop lourde pour pouvoir être dans cette constance d'effort, car on sait qu'au niveau des écoles, il y a eu des hauts et des bas et tout ce que vous voulez. Néanmoins, ce qui est important, c'est de faire une forme de micro-bilan. Quand je dis de micro-bilan, c'est-à-dire de prendre le temps avec les enfants, quelle que soit leur classe, de dire, bon, eh bien, pendant ces 3 mois, qu'est-ce qu'on a appris sur la vie, sur la famille, sur les maths, sur l'anglais, sur le chumash, même si ce n'est pas quelque chose qui va être ultra défini, mais néanmoins, faire le bilan et prendre conscience qu'on a acquis un savoir aussi bien formel que informel. Savoir réaliser que nous avons été nourris de cette période, même si elle était difficile, est quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, eh bien, être capable de se dire, nous avons réussi. Nous, c'est un nous collectif. C'est-à-dire ici, utiliser l'idée que, en tant que famille, on a réussi pendant 3 mois à vivre dans une forme de confinement et malgré tout, ça s'est passé pas mal. Et là, on va s'arrêter, on va leur dire, c'est quoi ton meilleur souvenir? C'est quoi ton pire souvenir? C'est quoi le moment que tu as tellement aimé? C'est quoi le moment qu'on n'a pas aimé du tout? Et juste écouter, éventuellement l'amener à reformuler les choses pour bien comprendre ce qu'il dit. Comme ça, ils font quelque chose de cette chose. Ce n'est pas juste un événement qui est passé sur eux, ils en ont fait parce qu'on les aide à prendre conscience que cette période-là a servi à quelque chose, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de ces moments qu'ils ont passés. D'ailleurs, c'est de manière générale dans la vie, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Lorsque l'on se confronte à une situation, quelle qu'elle soit, et pas nécessairement complexe et lourde, au fond, qu'est-ce qu'on en a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Et faisons-les parler, et après, que papa dise « et toi maman ?» ou « toi ma chérie ?» ou « toi avec son prénom ?» et que la mère dise la même chose au père « et toi mon cher mari, et toi ceci, qu'est-ce que tu… » et que nous-mêmes, on soit capable aussi, parce que quand on va s'interroger soi-même, on va prendre conscience que nous avons réussi à avoir une démarche adulte en utilisant une période pour en faire quelque chose. Là où, en effet, il y a lieu d'être extrêmement vigilant, et là, je parle bien sûr par rapport à la dimension beaucoup plus juive, c'est de ne pas rentrer dans le monde des interprétations et du pourquoi et du comment. Et les enfants qui, malheureusement, ont été confrontés à la maladie, voire pire, et qui sont là face à des choses qui ne sont pas si simples pour eux, ne pas commencer à leur donner des explications de texte du pourquoi et du comment. Il y a quelque chose qui me fait terriblement peur, c'est ce que j'appellerais la récupération que l'on peut faire d'un événement pour se mettre à la place de Dieu et dire « non mais tu sais, en vérité Dieu, et tu vois ceci et Dieu ». Il faut dire aux enfants, il y a des choses que l'on ne comprend pas toujours. Nous, ce qui est important, c'est de savoir passer cette étape avec succès et se décerner, voir
faire même peut-être éventuellement une petite séouda, un petit repas de sortie de confinement entre nous, dans lequel on se donne des médailles. Alors maintenant, il reste encore du temps. Certains enfants vont déjà reprendre l'école. Évidemment, ils vont avoir un nouveau rythme. Le professeur a parfaitement posé toutes les problématiques de la nécessité du lien social, du fait qu'ils ont besoin de se retrouver avec l'autre, etc., etc. En tant que parents, ne soyons pas angoissés en disant « j'espère que tu as fait attention, j'espère que tu as fait attention, j'espère que tu as fait attention ». Parce que de toute façon, il y a un principe dans le Talmud, « Enit pali mal shava », on ne prie pas sur le passé. Donc, demander à l'enfant et ne pas être content sur ce qui a eu lieu, de toute façon, ne servira à rien. On peut essayer aussi de créer des formes de rituels nouveaux pour les parents qui veulent absolument que les enfants fassent attention, et ça peut s'entendre parfaitement, des rituels, mais qui sont des rituels dans lesquels il y a un zeste d'humour et non pas pesant, anxiogène. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas envie de faire un geste qui le renvoie à quelque chose qui, pour lui, est anxiogène. Donc, créer des rituels plus ambiance par rapport à cela. Et évidemment, et je vais conclure dans quelques minutes sur cette thématique et on va passer à vos questions, mais évidemment, ce qui va être important, c'est que nos enfants nous voient, maintenant ils nous voient peut-être un petit peu moins, mais ils nous voient quand même encore, comme étant des adultes qui ont su utiliser leur temps, non pas dans cette problématique utiliser rationnelle, etc., parce que ça peut être très, très figeant, mais on a su, nous aussi, savoir comment utiliser le temps. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Vous parliez tout à l'heure, le professeur parlait évidemment de la relation aux écrans, et on sait qu'elle peut être toxique, qu'elle peut amener vers beaucoup de choses, et les enfants peuvent véritablement s'habituer à être dans un univers factice, c'est-à-dire dans un univers dans lequel, eh bien, on ne sait pas si l'autre me parle ou si au moment où je reçois ce message, l'autre n'est pas en train de parler à un autre, un troisième, un quatrième, il y a un cinquième en parallèle. Et peut-être prendre cette époque qui reste encore, dans lesquelles les enfants vont être encore pour beaucoup encore à la maison, pour pouvoir redonner de la force à la parole. C'est-à-dire non pas d'une parole intrafamiliale, dont on espère qu'elle est présente, mais aussi appelle ton copain, appelle ta copine. Nous, on se rappelle les heures qu'on passait au téléphone. À l'époque, il n'y avait qu'un seul téléphone. C'était un peu complexe. Pourquoi? Pour parler à l'autre, pour lui parler. Appeler les cousins et les cousines, appeler ceux qui nous sont proches, appeler, retrouver ce plaisir d'écouter un son, d'exprimer une parole et de faire en telle sorte qu'il y a un début et une fin. Pourquoi? Parce que quel est le problème au fond des relations Internet? C'est qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Sauf si c'est juste un message, bonjour, à quelle heure allez-vous passer pour pouvoir débloquer la chaudière? Mais en dehors de ça, ça peut se passer, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est comme des conversations qui sont sans en être véritablement, et la partie du début et de la fin est structurante pour l'enfant. Regardez, il y a un texte très intéressant dans le Talmud qui nous dit que quelqu'un qui aurait oublié Shabbat et qui se trouve dans le désert, enfin c'est une histoire compliquée, qui ne sait plus quand c'est Shabbat, il va devoir se signifier à lui-même qu'il y a un jour qui s'appelle Shabbat parce qu'il a perdu le calendrier. Il n'est plus au courant, il ne peut plus le savoir. Eh bien on lui dit, il fera le Kiddush et la Havdalah. Le Kiddush, c'est la sanctification du jour, la Havdalah, c'est la fin de la journée. C'est-à-dire, il se signifiera que les choses ont un début, que les choses ont une fin. Cette période a eu un début, elle aura une fin. Ça veut dire qu'elle a été, on en a fait quelque chose, non pas dans une forme de rentabilisation nécessaire, parce que sinon on se sent un petit peu coupable, mais on a su découvrir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des choses, comment nos enfants ont vécu, le rapport à l'école, le rapport à la peur, le rapport à toutes ces choses-là. Donc, il y a des choses qui se sont passées. Ils ont découvert ce qu'est un couple dans sa dimension plus vaste, parce qu'ils nous ont vus au quotidien, souvent dans un cadre fermé, avec les hauts et les bas. Et donc, ils vont en même temps s'inspirer pour voir que même s'il peut y avoir de temps à autre des petites frictions, il y a une solidité, il y a une relation forte à l'intérieur du couple. Et donc, eux, c'est un plus par rapport à la suite. Et là, évidemment, au niveau du rapport à la scolarité, savoir quels sont les acquis que l'on a eus, savoir se décerner des médailles par rapport à ce que l'on a pu faire dans toutes sortes de domaines. C'est la période dans laquelle, eh bien, Abraham, il a appris à faire un gâteau au chocolat. D'ailleurs, je recommande beaucoup
à tous les papas et à tous les mamans du monde d'apprendre à nos enfants à faire la cuisine. Quand je dis d'apprendre, ce n'est pas faire la saulmenière à la sauce je ne sais pas trop quoi, mais 1 kilo de farine, 300 grammes, bon, je vais dire des bêtises, de chocolat, du sucre, de l'huile, et que je te touille bien ça, je te mets, hop, ça te sort le gâteau au chocolat basique. Leur apprendre à produire, on peut le faire encore. Pour eux, c'est extraordinaire. Quels sont les acquis que l'on a eus pendant cette période? Et évidemment, à partir de cela, ils nous ont vus, ils nous ont observés, on les a écoutés, on a entendu ce qu'ils avaient besoin d'exprimer, on n'a pas du tout été dans une quelconque forme de jugement. Pour les plus grands, et on fera une émission spécifique pour eux, pour ces premières et ces terminales qui ont quand même une forme de déception, on leur a montré qu'on comprenait et on leur a montré ô combien il y a ce bonheur d'obtenir quelque chose à travers l'effort. Et ça va leur entrer puisque maintenant, ils sont en train de découvrir que avoir le diplôme et passer le battu, c'est pas rigolo. Donc ils ont appris quelque chose que certains n'apprennent que beaucoup plus tard, et c'est extraordinaire. Voilà quelques pistes de réflexion, évidemment, par rapport à cette thématique. Et si vous le voulez bien, je pense que l'animateur a déjà dû vous demander de lui envoyer vos questions par écrit afin qu'il puisse nous les dire. On va maintenant continuer avec le professeur Lejoyeux, qui lui, comme vous l'avez vu, s'est attardé plutôt sur l'univers médical, bien poser un petit peu quelles sont les différentes problématiques avec toutes les incidences que ça peut avoir et donc les vigilances que nous devons avoir en tant que parents pendant cette période à tous les niveaux. Maintenant, nous sommes à l'écoute de vos questions et bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Je veux demander juste à l'animateur si les questions sont déjà présentes afin de pouvoir y répondre. Alors, moi j'avais une question. Oui. Vous avez envie d'être ministre maintenant ou vous avez le projet de devenir ministre? Écoutez, je ne sais pas, je vais en parler à mon épouse. C'est les ministres qui proposent des médailles, donc vous aussi, vous allez donner des médailles, vous allez les frapper. C'est très bien cette idée des médailles. C'est vous-même qui allez les proposer, les médailles. Alors, moi, je me décerne des médailles en même temps en chocolat, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Parce que si elle n'est pas en chocolat, vous la gardez, au bout d'un moment, vous la regardez, vous dites, mais je suis quand même quelqu'un de très bien. Donc, il faut se calmer un petit peu. Mais en même temps, voilà, on essaie évidemment s'applaudir soi-même. Je pense que ce n'est pas vous que je vais le dire, parce que je crois que dans ce domaine, vous avez énormément apporté aux gens en leur expliquant combien il est important de savoir s'applaudir et savoir se regarder de manière positive, mais je crois que c'est important. Et on peut même faire des petites cérémonies sympathiques comme la cérémonie de distribution des médailles de la fin du confinement. Non, c'est très bien. Et vous le dites en souriant, et je le reprends en souriant, mais c'est aussi très important, j'allais dire, médicalement. Vous voyez, tout ce qui va contribuer à donner du sens à un événement fait qu'on le supporte. Vous savez, nous, on a un modèle étonnant qui est le modèle des sportifs qui se font des entorses, soit au moment d'un match, soit au moment de l'entraînement. Et on s'aperçoit que quand on s'entraîne tout seul et qu'on se fait une entorse, on trouve ça idiot parce qu'on a raté quelque chose. Mais quand on se fait une entorse, quand on est joueur de rugby à la finale de France-Galles, c'est pas une entorse, c'est un acte héroïque. Vous voyez, on a plaqué, on a évité un essai marqué par son équipe. Donc, être capable de se dire que ce qui nous est arrivé a eu du sens. Là, je vous ai pris un exemple de sens sportif pour vous faire sourire, mais il y a plein d'autres sens. Et c'est à la base d'ailleurs des travaux d'un psychologue et psychiatre allemand qui était extraordinaire, qui s'appelait Viktor Frankl. Et si on peut, certains de nos qui nous écoutent peuvent relire les livres de Viktor Frankl. Viktor Frankl, il disait quelque chose de formidable. Il disait, vous voyez, il aurait été avec vous aujourd'hui, il aurait été ravi de vous entendre parler de médailles, parce que lui, il parlait de blason. Il disait, il faut se construire un blason. Et c'est quoi un blason? C'est une image, c'est une figure dans laquelle on met tout ce dont on est fier. Vous savez, les nobles d'il y a quelques siècles mettaient sur leur blason, leur haut fait d'armes, ceux qui avaient marqué leur famille, leur histoire. C'est un peu ça l'idée. C'est qu'on a un esprit qui est très fort pour coller les échecs, pour se souvenir des ratés. Et il y a l'effet, vous savez, l'effet Tefal, la poêle Tefal. Et par contre, ce qui glisse complètement sur notre esprit, ce sont nos réussites. Donc, avoir une sorte de remémoration et de remise en perspective active,
volontaire de nos réussites. Pourquoi pas conclu par une médaille ici, avec un hymne peut-être à la fin, au moment de la remise de la médaille, hein, quelque chose. Ça doit être un grand moment. Peut-être que vous pourriez promettre qu'au prochain cours, on vous verra remettre des médailles aux participants. En tout cas, c'est très sérieux, même si on a le droit d'en sourire un tout petit peu. C'est très sérieux parce qu'au fond, ça renvoie au principal mécanisme de résilience, qui est, un, de se souvenir de ses qualités, et deux, de donner du sens. Donc, médaille, nous, on fait faire des cahiers d'émotions positives, c'est exactement la même chose. Tout cela va dans le sens, on n'a pas traversé une épreuve dans l'indifférence, dans la nullité. On a été capable, individuellement, dans une situation particulièrement hostile, de construire quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Et regardez, on continue ce soir. Exact. Et je me permets, avant de démarrer les questions, de rajouter encore un petit élément. Évidemment, Viktor Frankl, la logothérapie, c'est absolument merveilleux, merveilleux. Et c'est vrai que c'est à lire et à relire. L'idée, c'est que on a eu l'impression parfois qu'on était aussi en échec. Il y a eu parfois des crises et des choses comme cela. J'ai entendu un très beau mot au nom d'un rabbi chassidique, j'ai peur de dire des bêtises et de mal le citer, qui posait la question suivante. Il disait, quand on était en Égypte, on nous dit qu'on est sorti d'Égypte à moins 49 degrés d'impureté. Alors, c'est déjà tout un concept, parce qu'à moins 50, Dieu ne pouvait pas nous sortir. Évidemment, la question se pose, mais Dieu peut faire tout. Alors, il y a beaucoup de lectures, mais la lecture que je voulais vous proposer, c'est la suivante. C'est que dans la vie, quand on est à moins 49, on n'est pas à moins 50. Et je crois qu'il est important aussi, et c'est une idée que développe longuement un maître qui s'appelle le Rav Dessler dans une idée qui s'appelle Nokudata Prira, c'est-à-dire le point de libre arbitre, c'est de savoir, même si à un moment, il y a eu des craquages, même si à un moment, on n'est peut-être pas très fier de soi parce qu'on a réalisé que voilà, on aurait pu mieux gérer ces situations. Alors, ça ne valide pas ce qui s'est passé, mais réaliser qu'à un moment, on a su dire stop et on a été là, mais on a décidé de ne pas être là, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'étais là, mais je n'étais pas là. Et c'est vrai qu'à un moment, j'aurais dû être là. C'est vrai. Et cette chose-là est extraordinaire. Et je veux conclure juste avec un mot d'un maître qui s'appelait Rav Yehucham de Mir, qui disait « Le tzaddik, l'homme juste, tombe 7 fois, mais il se relève ». Alors bien sûr, c'est cette notion « je tombe et je me relève quand même », mais il donne une explication exceptionnelle. Il dit « la force de quelqu'un de grand ». Et je pense qu'on est tous grands, et si on a oublié qu'on l'était, eh bien il faut le devenir. C'est que quand il tombe, il a conscience qu'il est tombé, et quelque part, ça montre qu'il sait encore où il doit être. Réaliser, se dire « zut, c'est pas ça que j'aurais dû faire », eh bien, prouve que dans notre esprit, nous savons encore où nous devons être. Et ça doit être l'expression aussi d'un véritable bonheur, d'avoir su encore garder à l'intérieur de soi la conscience du lieu dans lequel on a véritablement envie d'être, et ce, dans tous les domaines. On va maintenant, je pense que l'animateur va pouvoir nous ouvrir aux questions. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup. Alors, première question de la soirée. Bonsoir. Il est vrai que nos ados passent beaucoup de temps sur les écrans, mais comment faire autrement, sachant qu'ils ne sortent pas? Professeur, vous voulez lancer? Allez, je vais me lancer, je vais essayer. Bien sûr, nos ados ne sortent pas. Bien sûr, ils passent beaucoup de temps sur nos écrans, sur des écrans. Ce qui est important, c'est un peu ce que vous venez de dire. Ce qui est important, c'est qu'ils se rendent compte que la situation est un peu atypique. Vous êtes un grand extirpeur de déni. Voyez, on peut tout faire à condition de ne pas se mentir à soi-même. On peut tout faire à condition de remarquer l'anormalité de la situation. Bien sûr qu'ils passent beaucoup de temps dans nos écrans, c'est pas arrivé tout le temps quand même, une histoire de confinement, que tous les lieux de culte soient fermés, que le monde entier soit arrêté. Donc, tant qu'ils vont garder à l'esprit la bizarrerie, l'atypie de la situation, moi, ça ne me gêne pas plus que ça qu'ils passent. On en a fait d'autres, des choses étranges quand même. Hein. On a fait des choses qu'on n'aurait pas imaginé de faire. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit le caractère étrange et que quand, très très vite, et on l'espère le plus tôt possible, nous reprendrons une vie qui va être plus normale, ils repèrent que ce n'était pas la norme de passer tout son temps derrière les écrans. Je partage complètement votre point de vue. Je me permettrai aussi de répondre par une question à la personne qui la posait, mais bien sûr, elle ne pourra pas me répondre.
au fond, pourquoi ça nous dérange. Et c'est très intéressant, vous savez, dans la vie, quand on est face à une situation comme ça, on va dire, mais pourquoi ça me dérange au fond? Pourquoi ça me pose problème? Et là, parfois, en tant que parent, on est là parce qu'il perd son temps. Et c'est vrai qu'il y a cette idée de productivité, il pourrait faire autre chose. C'est vrai, c'est possible. Mais concrètement, il a fait le choix de ne pas faire. Donc, il faut que ce qu'il fasse soit l'expression d'un choix et qu'on se pose la question pour faire un choix. Vous connaissez la chanson « Entre les deux, mon cœur balance », n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une autre alternative. Est-ce que nous leur avons proposé des alternatives à travers d'autres choses? Des jeux de société, de repeindre une chambre, de faire des choses, attention, qui vont leur plaire, qui seront pour eux agréables et sympathiques. Je crois que c'est aussi quelque chose sur lequel on a, nous parents, à nous poser deux questions. Un, pourquoi réellement ça me dérange? Et deuxièmement, est-ce qu'on leur a créé de vraies alternatives? En troisième point, et c'est une question que j'avais posée à un de mes maîtres un jour, en lui disant, quand un enfant a envie de voir un film, et qu'il est là, nous on n'aimerait pas trop, mais il le voit, on fait quoi? Et il m'avait dit, eh bien, tu essaies de t'asseoir à ses côtés et tu commentes. C'est-à-dire, ça peut être aussi une forme de partage, non pas de commenter, c'est nul, c'est bidon, c'est moche, n'importe quoi, mais dire, ah, c'est marrant cette scène, qu'est-ce que tu en penses? Mais pas le qu'est-ce que tu en penses, mon cher enfant, peux-tu m'expliquer dans ta psychologie? Non, c'est-à-dire, c'est vraiment créer un partage autour des images, leur permettre aussi parfois de voir que dans la vie réelle, ces situations ne pourraient pas exister et les amener à réfléchir, mais au fond, pourquoi on a mis plus cette image que cette image? Et ça peut être intéressant après, mais ça, c'est un travail beaucoup plus long, de leur demander de nous expliquer d'après eux pourquoi ceci, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors moi, je suis dans ce monde pas très très doué, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis je pense que je n'ai pas envie de devenir doué là-dedans, mais quand je me retrouve avec des jeunes, je leur dis, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ceci, pourquoi ça? C'est très intéressant parce que, d'abord, ils m'apprennent des choses, et eux-mêmes, ça les amène à réfléchir. Et à un moment, ils s'entendent dire des choses sur le pourquoi du comment, et ils ont à ce moment-là peut-être une relation un peu différente aux choses. Mais c'est sûr et certain que, évidemment, la projection fantasmée de ce que devraient être nos enfants à ce moment-là n'existera pas. Bienvenue dans la vraie vie. Autre question? Alors, je vais prendre une autre question qui continue celle-ci. Et un adulte qui est constamment sur des écrans, que peut-on faire? Alors, professeur. Alors, moi, j'ai envie de vous citer une étude qui vient de sortir, qui est sortie il y a un mois chez les vétérans du Vietnam. On s'est aperçu que les vétérans du Vietnam, quand on les met dans des centres de traitement des vétérans, ils s'ennuient un peu. Et ces vétérans, là, ce n'est pas l'actualité toute récente, mais ces vétérans, ils passent un temps fou sur les écrans. Et on s'aperçoit que plus ils passent de temps tout seuls sur les écrans, éventuellement à échanger avec d'autres vétérans leurs souvenirs de guerre du Vietnam, plus ils s'ennuient, plus ils dépriment. Et il y a un médicament magique pour traiter la dépression de l'écran, ça a été prouvé, je pourrais vous transmettre et on vous transmettra les références de l'article, c'est l'activité physique. Un des vrais dangers de l'écran, c'est l'inaction physique. Et on ne bouge pas grand-chose quand on bouge juste son clavier. Donc, des relations dans la vraie vie et du mouvement. Le sujet n'est pas, mais c'est vrai pour toutes les addictions. Le sujet n'est pas quantitatif. Le sujet n'est pas de savoir combien de temps vous passez devant l'écran. Là, oui, vous êtes en train de passer du temps à cause de nous devant l'écran. Comme on espère tant qu'à faire que vous êtes restés un petit peu. Sinon, nous, on va être, si on est juste tous les deux, on n'avait pas besoin de toute cette organisation. Ce temps-là, peut-être qu'il n'est pas perdu. Le sujet n'est pas quel temps passez-vous devant l'écran, mais qu'est-ce que le temps passé devant l'écran vous empêche de faire? C'est comme ça qu'il faut le poser. Moi, je soigne des dépendants d'alcool, des dépendants de plein d'autres choses. Ils me disent, je bois tant de verres. Je leur dis, non, je ne compte pas. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que vous faites avec votre addiction, c'est ce que votre addiction vous empêche de faire. Vous savez, on explique, quand on explique aux étudiants, on leur dit l'addiction,
c'est l'amour détourné sur un objet qui, normalement, ne doit pas recevoir autant d'amour que ça. Vous voyez, un amour considérable sur son écran d'ordinateur, c'est pas très folichon, quoi, quand même. Hein. C'est pas terrible. En plus, il vous renvoie pas d'autre chose que l'image. Donc, la question à un adulte qui passe beaucoup de temps devant son écran, c'est qu'est-ce qu'il en est de ses relations amoureuses, qu'est-ce qu'il en est de ses relations familiales et qu'est-ce qu'il en est de son activité physique. Donc, n'ayons pas un minuteur ou un sablier dans la tête, mais ayons vraiment un mesureur de ce qui est fait à côté et indépendamment de l'écran. Je pense que la réponse est amplement suffisante. Juste un point, si je peux me permettre. Avec plaisir. Ne soyons quand même pas les flics du bon Dieu dans ce genre de choses. Et quelque part, que l'autre sache qu'en effet, c'est quelque chose qui peut nous poser problème, parce que je pense que là, c'est plus quelqu'un qui posait pour un tiers, et ça l'embête. Eh bien, au moins, lorsque l'autre n'est pas sur son écran, soyons dans une relation qualitative de qualité. C'est-à-dire que même si au niveau quantitatif, il n'y a pas beaucoup de choses, mais soyons à ce moment-là dans une relation de qualité, c'est-à-dire ne transportons pas l'écran lorsqu'il est éteint à l'intérieur de notre relation. Le transporter quand il est éteint, ça veut dire faire payer à l'autre le fait qu'à un moment, il était tourné vers son écran et pas vers nous. Et on peut comprendre que c'est dérangeant, mais Enit Pali Malshava, on ne prie pas sur le passé. Maintenant que l'autre est là, faisons en telle sorte que l'autre soit intéressé par justement ne pas rejoindre son écran. Et on pourra gagner, je pense aussi, peut-être pas mal de choses. Autre question. Vous avez dit qu'il est important qu'un événement ait un début et une fin. Or, dans cette pandémie, on n'a encore aucune visibilité sur la fin. Comment se projeter dans l'avenir et rester rassurant en tant que parent vis-à-vis de nos enfants? Alors, je me permets de répondre en premier lieu, puis après, je donnerai la parole au professeur. C'est ce qui va se passer dans notre tête. La question est comment être rassurant. La meilleure manière d'être rassurant, c'est d'abord de ne pas être anxiogène et donc de ne pas en parler sans arrêt. C'est-à-dire cette répétition autour de cela est en effet quelque chose qui, je ne sais pas si le mot anxiogène est le meilleur, mais en tout cas, donne à cette réalité une dimension centrale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des changements, qu'il y a des mouvements, il y a des allègements. Dire super, eh bien, on voit que les choses commencent tranquillement à rentrer dans l'ordre. Ça y est, on a passé des étapes. Génial, on espère que ces étapes vont aller en s'accélérant. Next. C'est-à-dire, on ne va pas faire sabler le champagne pour dire ça y est, chic, c'est terminé, on a exploré l'air autour de nous, il n'y a plus de virus. Non, on fait le constat que les choses bougent et donc à ce moment-là, c'est super, on est en train de sortir un petit peu de cette époque qui a été quand même une époque très particulière et dans quelques années, on pourra en parler et ça sera quand même assez incroyable de s'en rappeler. Voilà, c'est ce que je peux me permettre de dire, professeur. Oui, non, parfaitement d'accord. Moi, j'ai envie de vous dire un truc, je suis sûr que vous allez être d'accord avec ce que je vais vous dire. C'est une grande règle de psychologie qui dit que les prophéties se réalisent. Et on parle en psychologie de prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que sera, j'ai la chance de ne pas être infectiologue, mais mes collègues et copains infectiologues, j'en ai plein à Bichard, on leur reproche ce qu'ils ont dit, on leur reproche ce qu'ils n'ont pas dit. Donc c'est une chance merveilleuse de ne pas être en compétence directe par rapport à la pandémie. Par contre, j'ai une petite compétence sur la psy. Et ce que je sais, c'est que quel que soit l'événement, si nous le traitons avec optimisme, moi je vous dis rien du taux de reproduction du virus, mais on ira mieux. 2, on aura plus d'amis. 3, on va manger plus sainement. Vous savez, il faut être très optimiste pour manger sainement, pour imaginer que dans la façon dont on mange, ça peut avoir un effet à quelques mois ou quelques années sur notre santé. Il faut vraiment beaucoup d'optimisme. 4, on se soigne plus. Il faut aussi très optimiste pour imaginer que le médecin qu'on va aller voir va vous faire du bien. Enfin, on a une série de bénéfices considérables à être optimiste. Et quoi qu'en pensent ceux qui adorent ruminer, vous savez, les débats pessimistes de fin du monde, c'est la fin de l'économie, c'est la fin, on peut lister comme ça de quoi notre époque va être la fin, ce qui nous permet de ressortir, quelles que soient les difficultés, c'est quand même un optimisme. Et le vrai challenge, ce n'est pas d'être optimiste quand tout va bien, parce que quand tout va bien, quand tous les clignotants sont verts, c'est de savoir
et j'ose pas parler de prophétie devant professionnels, si j'ose dire, de la prophétie. Bien sûr. Je vous laisserai parler après sur le sujet de la prophétie. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la manière dont on regarde une situation et la manière dont on l'annonce la fait évoluer. Donc, de toute façon, moi, je n'ai pas du tout d'idée de la fin, mais de toute façon, nous sommes obligés de l'aborder avec une certaine dose de combativité et d'optimisme. Je partage complètement votre point de vue. Et donc, Khalil Gibran a écrit un très beau livre, hein, Le Prophète. Donc, Je ne vous voyais pas sur cette citation-là, mais why not? Et en plus, il est très beau. Maintenant, je crois qu'il y a une phrase très connue, je vais la faire en traduction immédiate, parce qu'à son origine, elle est en yiddish. C'est du Rabbi Lubavitch qui disait que « pense bien, tout ira bien ». Et ce n'est pas une phrase banale, genre « allez, pense bien » et sois un petit peu dans un optimisme complètement un peu fou. Non, non. C'est-à-dire en développant des énergies positives et en se disant que je pense positivement, c'est-à-dire que les choses vont aller dans le bon sens, même si je n'arrive pas à voir véritablement comment et de quelle manière, ça donne des énergies particulières. Pour ceux qui ont l'habitude de prier tous les jours, vous savez qu'il y a dans la prière, à un moment, la prière que l'on dit à voix basse, la Shemona Esrei, le Modim. Modim, c'est quoi? C'est le moment dans lequel on s'incline, on dit merci Hachem pour tout ce qui se passe et en espérant que les choses se passeront encore de manière extraordinaire. Alors oui, il y a des personnes qui ont été confrontées à des choses pas simples, mais j'ose espérer que l'immense majorité d'entre nous a été confrontée peut-être un petit peu, mais pas trop. Savoir être dans ce modime et dire, mais au fond, les choses ont été quand même pas nécessairement dramatiques, même si pour certains elles l'ont été. Et puis, hop là, eh bien, on envoie des ondes positives et évidemment que ça a un impact très, très réel. Les maîtres de la Kabbale, au passage, on en parle aussi beaucoup. Autre question. Les cours de l'école donnés sur les écrans sont-ils donc alors néfastes? Professeur. Mais sinon, il n'y avait rien. Vous savez, c'est la phrase de Churchill sur la démocratie, hein. C'est le pire des systèmes à l'exception des autres. Sinon, on avait juste des jeux. Et donc, tout le sujet a été de conserver un lien avec la connaissance, dont je vous ai bien montré à quel point ce lien est imparfait, à quel point il peut ouvrir vers une sorte de simplification de la pensée. Mais il vaut quand même mieux une pensée simplifiée que pas de pensée du tout. Évidemment, et je pense qu'il y a des efforts, des écoles qui ont fait de vrais efforts, et des profs qui se sont battus pour essayer de continuer leur relation à la transmission. Et je pense que ce qui est important ici, c'est de faire émerger chez les enfants le désir qu'ont eu ces enseignants de pouvoir continuer à partager avec eux ce qui est important. C'est-à-dire que là, le prof, il sait très bien que l'élève qui est derrière l'écran, au même moment, il peut faire d'autres choses. Voilà. Donc, il faut montrer j'ai l'impression, il faudrait, pardonnez-moi, montrer aux enfants que les enseignants ont voulu continuer à partager avec eux leur savoir et qu'on a au fond cette chance extraordinaire d'avoir pu réussir à continuer à avoir accédé au savoir et peut-être profiter de cela pour plus ouvrir sur l'accès au savoir que l'école dans sa dimension. Je vais à l'école, il y a des devoirs, il faut ceci, 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 cela. Et je tiens à applaudir les enseignants et les directeurs qui ont réussi à faire ce travail. Je sais que ça n'a pas été, c'était très inégal parce que d'abord, ça prouve un réel amour de leur travail, un vrai désir que les enfants continuent à s'instruire. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens en tout cas, qu'il faudrait faire émerger chez les enfants. Évidemment, comme le oui. Et si vous me permettez un tout petit mot de complément, ce savoir est quand même un antidote formidable à toutes les folies d'informations qu'on a pu recevoir. On peut reprocher ce qu'on veut au savoir scolaire, au savoir universitaire, on peut d'ailleurs même le critiquer. Hein. Vous savez, c'est la logique de Karl Popper. Il y a un très grand auteur qui s'appelait Karl Popper, qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelait La logique du raisonnement scientifique, qui disait que par définition, un raisonnement scientifique est un raisonnement réfutable. Ce qui peut être réfuté,
et ce qui est scientifique. Sinon, on est dans une posture, dans un postulat, dans une espèce d'affirmation. Donc, garder une relation à un savoir, j'allais même dire critiquable par d'autres savoirs, c'est vraiment ce qui évite de tomber dans le règne des sectes, pour le coup des colporteurs de nouvelles les plus aberrantes possibles. Et dans un temps de crise comme on vient de le traverser, alors on l'a vu dans la médecine, il y a des gens qui ont inventé les traitements les plus folkloriques qui soient. Je ne rentre pas dans les débats sur les médicaments, où là, évidemment, il y a eu un débat scientifique, et je ne veux pas du tout ouvrir ce débat-là, mais on a d'autant plus besoin de savoir que l'information est omniprésente, et que cette information omniprésente peut à un moment décoller totalement du savoir pour être une espèce de lubie ou de magie. Donc, au fond, on a beau dire du mal des universités, des institutions, de tous ces corps constitués, c'est quand même eux qui vont être la garantie d'une chose qui est très importante, c'est que celui qui parle ne pense pas tout seul. Celui qui parle peut éventuellement se faire critiquer par un collègue, peut se faire remettre en question, peut être remis en question par une expérience. Donc, on a un besoin encore plus vital que jamais de savoir pour ne pas tomber dans l'idéologie. Je partage complètement. C'est vrai que Karl Popper, en ouvrant cette réflexion du 100% qui serait tout sauf scientifique, et quelque part, ça nous ouvre aussi à l'univers du Talmud dans lequel on est capable de poser des questions et de remettre en cause, et c'est ça qui fait avancer les choses. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, mais pas dans ce domaine, quand les enfants ont appris ou continuent à apprendre derrière les écrans, il y a une expérience merveilleuse qu'on peut faire. C'est que nous, on s'assoit à leur côté pour refaire l'école avec eux. C'est-à-dire, on se remet dans notre posture d'élève et on écoute avec eux le cours. Et quelque part, ça peut être aussi un lien nouveau qu'on peut créer. Je suis assis à tes côtés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, évidemment, ils ont dû vous le faire à vous aussi, professeur, quand nous allions à l'école pour les fameuses réunions de profs. Eh bien, je me rappelle que dans certaines écoles, ils mettaient sur la chaise le nom de l'enfant pour que nous asseyions sur le banc, sur la chaise sur laquelle l'enfant s'assoit à l'école. Et souvent, les enfants disaient « Alors, tu as vu ma chaise? Tu étais assis là-bas ?» Comme on a partagé quelque chose. Tu vois, c'est-à-dire, tu étais avec moi aussi à l'école. Ça peut être aussi un moment pas mal de temps en temps de s'asseoir à côté, pas pour le fliquer, mais pour dire apprendre un petit peu avec lui et être à l'écoute du prof. Yes. Une petite idée comme ça. Autre question. Le professeur a dit que donner du sens est essentiel et permet d'accepter les événements. Mais quel sens donner à une épreuve comme la perte d'un proche mort du virus? Oui. D'abord, permettez-moi de répondre prudemment à cette question. Ce que nous disons, ce que nous posons ce soir, sont des principes, ce sont des orientations, ce sont des directions. Et à partir de ces directions se construisent des réponses individuelles. Donc, toute tentative que j'aurai là, de donner une sorte de réponse individuelle, de faire une sorte je veux dire, de médecine, de psychologie ou de psychiatrie par écran interposé serait une catastrophe. Et si vous aviez un professeur de cardiologie et que vous lui demandiez qu'est-ce que vous pensez des palpitations que j'ai de l'autre côté de mon écran et qui se mettait à vous répondre, ce serait un imposteur. Donc, il y a quelque chose dans l'individualité de la souffrance qui ne peut être communiqué, pardon de le dire, que dans le tête-à-tête, que dans l'intime et que dans le secret. Donc, je veux dire, il y a les grands axes qu'on vous a dit, et puis il y a un moment où il faut peut-être accepter l'idée que certaines souffrances, telles que vous l'exprimez là, ne vont pas appeler une réponse que j'ai envie de faire de manière générale et collective. En disant cela, au fond, vous exprimez tout ce que l'halakha, tout ce que nos maîtres disent par rapport à l'accompagnement d'une personne qui est en deuil, puisqu'au fond, on est là à ses côtés. On est nosé be'ol, comme disent nos maîtres, c'est-à-dire on vit avec l'autre à ses côtés ce qu'il est en train de vivre. Et ce qui est important, c'est notre présence. Et puis voilà. Maintenant, évidemment, c'est tout le problème, surtout si ce sont des enfants qui posent la question, de vivre avec des questions sans réponse et surtout de savoir
qu'est-ce qu'on fait maintenant après que les événements aient eu lieu et comment on continue à construire et avancer. Mais ce qui est sûr, et je partage complètement ce que vous dites, il y a quelque chose qui est du domaine de l'indicible et il n'y a rien de pire que de vouloir donner des explications de texte ou alors d'expliquer comment est-ce qu'il faut réagir de telle et telle manière par rapport à un événement. On peut éventuellement donner des pistes dans des cas très précis lorsqu'il y a des confrontations, des situations complexes. Mais sinon, eh bien, c'est ce que l'Halakha nous dit, nosé be'ol, partager avec l'autre et surtout de manière individuelle. Autre question. Question au professeur. Quel regard faut-il avoir sur les devoirs? Doit-on supplier les enseignants? Comment éviter les tensions dans les devoirs? Faut-il supplier les enseignants? J'adore cette question. Moi, alors là c'est beau. Je vais essayer de vous dire quelques petites choses. D'abord, c'est important de ne pas, contrairement à ce que vous disiez, c'est bien de s'asseoir à la place de son élève, de son fils ou de sa fille d'élève, mais c'est bien de se rappeler quand même que les devoirs, c'est l'enfant qui les fait et c'est pas nous. Donc, nous, on peut mettre un cadre comportemental, on peut mettre un cadre relationnel, mais on n'attend pas forcément du parent on n'est pas noté, nous, on les a passés ou on les a pas passés, ou on les a pas passés nos examens. Moi, ce qui me paraît important, c'est de mettre des cycles. C'est de mettre des cycles clairs entre travail et non-travail. Vous savez, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire ces devoirs, c'est qu'on est en train de les faire tout le temps. C'est qu'on est en train de les faire à moitié. C'est qu'on est en train de les commencer, mais qu'on a tellement envie de faire un jeu, tellement envie, tu regardes la conférence de ce soir, plutôt que de faire ses devoirs, ça va être utile. Et puis au passage, on fait… Vous voyez, tout le drame de cet enseignement dématérialisé, c'est qu'il n'y a pas un coup de sonnette qui marque le début de la classe et un coup de sonnette qui marque la fin de la classe. Et quand on arrive en retard, il faut un mot, il faut s'excuser, il faut avoir une justification. Vous voyez, il y a une sorte de facilité temporelle qui est extrêmement toxique. Vous savez, je vois exactement la même chose en entreprise, chez les gens qui travaillent. Les gens qui n'arrivent pas à produire, quand on n'arrive pas à produire, c'est qu'on produit tout le temps. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. Il n'y a pas plus de travailleurs souvent, contrairement à ce qu'on pense. Ils ont l'air légers, ils ont l'air distraits, les enfants qui ne travaillent pas. En fait, ils ont toujours dans un petit coin de la tête le travail qu'ils doivent faire. Ils ont bien compris, vous leur avez dit 50 fois qu'il fallait qu'ils leur fassent leurs devoirs. Moi, je serais tenté, il y a un psychologue qui s'appelle Gregory Bateson, qui a fondé l'école de Palo Alto et qui avait donné un exercice de psychologie qui était simple, qui était vous avez un adolescent et un verre de lait. Normalement, ces deux entités ne font pas bon ménage. Un adolescent et un verre de whisky, si vous ne le surveillez pas, il peut faire des bêtises. Un adolescent et un verre de lait, normalement, il ne le boit pas. Un adolescent normal, pardon, il y en a peut-être qui arrivent à faire boire des verres de lait, mais un grand verre de lait, il ne va pas le boire comme ça. Et Gregory Bateson disait, moi, je vais tenter un exploit dans la vie, un grand exploit, qui est de faire boire un verre de lait à un ado. Et il avait inventé un truc qui s'appelait l'injonction paradoxale. En disant à son ado, tu vois ce verre de lait, sous aucun prétexte, tu n'y touches. Jamais tu ne le boiras. Jusqu'au moment où l'ado dit non, je t'en prie, laisse-moi en boire un peu, juste un tout petit peu, juste le goûter. Peut-être que quand l'incitation à boire le verre de lait n'a pas totalement fonctionné, mais vous connaissez Palo Alto et Gregory Bateson bien mieux que moi, donc vous allez pouvoir en dire beaucoup plus que moi là-dessus. Mais au fond, à un moment, l'incitation répétée ne fait qu'engendrer des contre-attitudes, un tout petit peu d'injonction paradoxale, un tout petit peu de moment de dire, écoute, demain, moi, je dirais un truc comme ça. Demain, tu ne fais aucun devoir. Demain, tu ne travailles pas. Demain, tu vas t'amuser au maximum. Je t'interdis totalement de travailler du matin au soir. Voilà, ça peut se tenter. Après, ça peut, comme toutes les injonctions psychologiques, ça peut aussi ne pas fonctionner. Mais je vous laisse. Il y a un très, très bon livre sur les coupes de lait et vous allez… Je fais un peu de publicité, vous voulez sur oui, oui, bien sûr. Mais vous, il faut que j'en fasse pour vos 12 ou 13 livres. Il y en a combien déjà? Trop. Allez-y, faites la publicité sur les vôtres, sur les coupes de lait. Alors, je partage évidemment complètement ce propos sur, évidemment, sur l'univers des injonctions paradoxales. Si je peux me permettre aussi,
on peut aussi imaginer créer ce que j'appellerais le choix fermé. Le choix fermé, c'est-à-dire qu'il peut choisir à quel moment il le fera. C'est un petit peu ce que vous faites avec vos enfants quand vous êtes dans un magasin et vous dites, voilà, bah, écoute, tu peux choisir entre ça, ça. Voilà. Bon, bien sûr, elle aura toujours envie d'aller choisir ailleurs, ce qui est normal. Et on peut aussi utiliser cette technique pour lui demander à quel moment tu auras envie de faire telle et telle chose. Alors, c'est dans la série, je ne me pose même pas la question si tu vas les faire ou pas, évidemment. C'est juste à quel moment tu veux, comment est-ce que tu veux t'organiser, qu'est-ce que tu préfères. Et si évidemment l'enfant dit non, je ne veux pas, vous dire, bon, je comprends, moi je les comprends. Un enfant a besoin d'entendre qu'on comprend son non-désir de faire les devoirs. D'ailleurs, on peut lui dire à un moment, tu sais, au fond, hein, si je voulais que ça se passe bien à la maison entre toi et moi, je te laisserais faire ce que tu veux, quoi, hein, au fond. Alors, et l'amener à réfléchir, surtout quand ils sont ados, mais au fond, pourquoi il ne choisit pas cette solution de facilité pour lui. Ça peut toujours être intéressant d'amener à réfléchir sur ça, entre les injonctions paradoxales, les choix fermés et le fait que l'enfant va réaliser à un moment que c'est au fond un peu sympathique d'avoir des résultats, à un moment les choses vont passer, je le pense. En tout cas, je peux vous le garantir, si j'ai réussi moi aussi à faire mes devoirs, je vous garantis que ça passe chez tout le monde. Un petit exercice de psychologie qui marche bien, vous savez, qui est connu, qui est une vieille histoire de psychologie, qui est l'exercice des ours blancs. Vous connaissez cette histoire? Vous prenez un groupe de personnes, on peut le faire, là, on est tous ensemble, et on se dit qu'on va pouvoir avoir à l'esprit toutes les images qu'on veut, sauf une image d'ours blanc. Ah la catastrophe. Et que je vous demande, pendant quelques minutes, de chasser de votre esprit les images d'ours blanc. Si on fait ça quelques minutes, vous voyez bien à quoi tout le monde va penser au bout de quelques minutes. Autre question. On a encore un petit quart d'heure pour les questions, puisqu'on terminera à 22h45. Entre les questions et la conférence, il y avait 1h30. Alors, allons-y. Autre question. Je suis désolé, j'arrive plus à lire les questions. Je vois un ours blanc. Non, désolé. Comment faire pour sortir de cette période spéciale avec quelque chose de positif sur la durée? On va tous retomber dans la course de nos routines sans rien en tirer de concret. Professeur? Vous savez, il y a un écrivain que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Michel Houellebecq, qui a dit quelque chose de très bien, qui a dit il ne faut pas imaginer que le monde va être beaucoup mieux après ce qu'on a vécu. Il sera peut-être juste un peu pire. Et je pense qu'il... Vous savez, en psychologie, on n'aime pas beaucoup les grands soirs et les grands matins, les grandes révolutions, les grands changements. C'est plus, je dirais, des tout petits changements. Vous voyez, si on est... moi, les gens qui me disent demain, j'espère être parfait, demain, j'espère avoir un comportement parfait, plus jamais m'enguirlander avec quelqu'un, plus jamais me mettre en colère, plus jamais, j'y crois pas. Mais peut-être qu'on pourrait juste se dire, vous voyez, ça pourrait être une réponse, un tout petit changement. Quel tout petit changement avons-nous pu avoir qui nous a bénéficié? Donc, vous voyez, ce tout petit changement, plus que la toute petite marche d'escalier, le petit pas, plus qu'espérer que quelques mois et qu'un mouvement collectif comme ça ait pu changer notre moi profond ou notre personnalité. Il me semble avoir entendu qu'il est plus facile de vaincre une ville que de changer un trait de sa personnalité. Non, je ne saurais pas vous en dire l'origine, mais je suis sûr que vous savez d'où ça vient. Alors, en effet, Rav Israël Salanter disait qu'il prenait le Talmud, mais c'est le même principe. Il disait que il y a marqué Tov Moshel Rucho, mais Gibod Loked Ir, celui qui arrive à être dans la maîtrise de lui-même a une dimension plus forte que celui qui a été capable de pouvoir conquérir une ville. C'est-à-dire, c'est plus simple de conquérir une ville que de travailler sur soi et de transformer un élément. Je crois que, en effet, on peut éventuellement. Vous savez, il y a beaucoup de règlements sanitaires qui sont en train de se faire, par exemple, dans les synagogues. Je me suis pris au jeu tout à l'heure et j'ai écrit aussi un petit règlement sanitaire spirituel dans lequel, voilà, peut-être qu'on essaye de prendre sur soi une petite chose pour montrer que, voilà, on a voulu faire de ce qui s'est passé quelque chose qui nous a un petit peu bougé dans certains domaines. Il y a un très bel enseignement d'un maître qui s'appelle le Rav Chaim Shmulevitz qui dit que lorsque le déluge a lieu, eh bien, à la fin du déluge, Dieu dit maintenant il va y avoir l'arc-en-ciel. Et quand je verrai l'arc-en-ciel, je me rappellerai que je me suis engagé à ne pas détruire l'humanité.
Évidemment, c'est toute une exégèse, on ne va pas rentrer là-dedans, mais après, Mishmolévitz pose la question, il dit, mais Dieu a-t-il besoin de se faire un nœud à son mouchoir pour se rappeler de ce qu'il a pris comme engagement? Et il apprend de là la chose suivante, il dit, lorsque l'on est passé par un événement particulier, il faut faire un petit acte qui nous rappellera l'état d'esprit qu'on a pu avoir à ce moment-là. Donc, on peut tout simplement peut-être garder un petit masque au fond de son tiroir et de temps à autre, quand on ouvre son tiroir, on se rappellera, tiens, il y a une époque dans laquelle, eh bien, on pensait ça et on le garde en tête. Ta fasta mroubelo, ta fasta disnomètre, si tu veux avoir beaucoup de choses, tu n'as rien. Je vous rappelle que l'univers des progressions, c'est le symbole de l'échelle de Jacob qui est posé au sol, c'est-à-dire on est des êtres complètement matériels, on est posé au sol, on est dans la réalité du monde, on tend vers le haut et c'est une échelle. Pourquoi une échelle? Parce que sur une échelle, on monte, on descend, mais surtout, c'est step by step, c'est échelon après échelon. À trop vouloir grimper très rapidement dans toutes sortes de choses, ça y est, j'ai pris conscience, ma vie. Salut Tagararo, qui est un très très beau proverbe israélien qui dit « roule lentement, tu iras loin ». C'est exactement ce qu'on doit essayer de faire à ces moments-là et garder peut-être quelque chose de symbolique qui nous rappellera un état d'esprit qu'on a pu avoir à un moment donné et qui nous accompagnera peut-être un petit peu plus pendant notre vie. Autre question? Bonsoir. Rav, vous avez parlé des rituels ambiance. Qu'entendez-vous par là? Ah, des rituels ambiance, j'en ai plein. Mais quand je dis rituel ambiance, c'est-à-dire créer des rituels. Dans le cadre familial, c'est quelque chose d'important. Et ici, on peut créer des rituels particuliers liés à cette époque. C'est-à-dire, à nous de savoir les inventer. Et là, je n'ai pas envie de donner d'exemples parce que c'est pas rigolo de faire du copier-coller et de ne pas prendre le temps de réfléchir par soi-même, mais essayer de faire en telle sorte que, voilà, on ait créé un rituel. Je vais vous dire, par exemple, je connais dans une famille, eh bien, pendant toute la période du confinement, le rituel du vendredi soir, c'était que après avoir fait Kabbalat Shabbat, après avoir chanté et accueilli le Shabbat et fait la prière du soir, eh bien, il y avait un garçon que j'affectionne particulièrement d'ailleurs, que je connais bien, qui sortait de chez lui et puis il toquait à la porte et il ouvrait, il disait Shabbat Shalom. C'est un rituel qu'on fera qu'à ces moments-là parce que on sort et puis on revient en disant Shabbat Shalom comme si j'étais rentré de la synagogue. Voilà, c'est de ça dont je parle. Parce que d'abord, il y a un zeste d'humour, et puis c'est particulier à cette période, et puis au passage, c'est ce qui fera partie aussi des souvenirs collectifs de la famille, et c'est quand même très sympa d'avoir ce type de souvenirs. Autre question. Enfin, moi que le professeur vouliez peut-être répondre aussi sur cette dimension-là. Ah. Non, c'est parfait, je n'ai rien à rajouter. Autre question. Nous avons encore une dizaine de minutes. Bonsoir, professeur. Y a-t-il vraiment des limites à respecter pour laisser nos enfants, adolescents ou adultes avec les écrans? Y a-t-il vraiment un impact sur le cerveau? Alors, impact sur le cerveau, il faut détendre le sujet tout de suite. Hein. Il n'y a pas de maladie cérébrale qui va être induite par le fait de se connecter à un écran. Hein, ça va pas créer, on ne voit pas des enfants, heureusement, en neurologie, en maladie cérébrale avec l'écran. Rappelons-nous que l'alcool, le tabac, le cannabis a un impact et que ces trois molécules sont fortement associées. Donc, j'allais dire, si un enfant continue à bouger, continue à respecter des rituels familiaux, vous en avez eu là des exemples, mais en tout cas, va continuer à garder des habitudes de vie, continue à bouger, ne va pas consommer des psychotropes, les impacts, vraiment, je suis pour le fait de détendre ce sujet. Je ne voudrais pas que l'arbre cache la forêt. Je ne voudrais pas qu'on s'inquiète de la consommation d'écran d'un enfant et qu'on ne s'inquiète pas suffisamment de sa consommation d'alcool, de tabac ou de cannabis. À un moment, c'est ce que je dis toujours, c'est le paradigme de la modernité. Ça, je vois arriver des gens avec un téléphone portable en me disant, vous savez, je suis extrêmement inquiet des ondes que peut libérer mon téléphone portable avec une cigarette à la main. Je leur réponds, vous savez, moi, je suis extrêmement inquiet du fait que vous fumiez. Je n'ai pas vu grand-chose sur les effets des ondes qui soient très convaincants, mais sur les effets du tabac, de l'alcool ou du cannabis, là, on a des choses. Donc,
peut-être que c'est une des leçons médicales du Covid. C'est qu'au fond, vous savez, on était, avant l'épidémie, à croire aux médecines naturelles. Allez, je vais me fâcher avec certains, à croire que finalement l'avenir était dans les plantes. On était dans le refus des vaccins, parce que les vaccins, ça peut être dangereux, vous imaginez. Et aujourd'hui, on est revenu qu'un coup authentique atteigne notre santé et on revient au raisonnable. Donc c'est ça, le raisonnable en médecine, c'est de ne pas faire passer ce qui est certes un problème, mais qui n'est pas un problème vital, avant ce qui peut l'être. Et c'est comme si quelqu'un, au milieu du Covid, vous avait dit, moi j'ai peur, parce que finalement je suis obligé d'utiliser beaucoup mon portable, je me demande si ça ne va pas me faire des radiations sur le cerveau. Et vous auriez rigolé. Donc n'oublions pas vraiment l'essentiel, et n'oublions pas aussi, on a souvent l'occasion de le dire dans ces soirées, que les enfants écoutent assez peu ce que vous leur dites, ils n'ont peut-être pas tort, mais regardent beaucoup ce que vous faites. Et si vous-même, vous leur dites, fais attention, ton ordinateur est une drogue considérable, avec un verre de vin ou une cigarette à la main, j'ai l'impression que votre discours va être un tout petit peu moins entendu. Autre question? Un instant. Je suis désolé, j'essaye de la retrouver. Certaines écoles reprennent. Faut-il privilégier le retour à l'école malgré un risque étant donné que certaines écoles referment ou alors rester à la maison n'est pas si problématique? Celui qui répond va être contredit par les faits, donc je vais laisser la réponse. Moi, Je n'en attendais pas moins de vous. Il y a eu ce problème en Israël, en effet, où ils ont repris et ils veulent éventuellement refermer. Je crois que là-dessus, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et donc, évidemment, chaque parent va devoir évaluer les choses en fonction de sa propre réalité à lui et surtout aussi peut-être un petit peu du désir des enfants, parce que je pense qu'ils ont, pour certains, en tout cas beaucoup, ce désir de socialisation nouvelle. Et j'ai vu aussi des professeurs qui ont envie de voir leurs élèves avant la fin d'année. Et j'ai trouvé ça très beau. Ils n'ont pas envie de terminer l'année sans les voir. Par contre, si je peux me permettre, quelle que soit votre décision, mais surtout si c'est celle de les renvoyer à l'école, eh bien justement, ne les renvoyez pas de chez vous pour aller à l'école, qu'ils n'aient pas l'impression que, ouf, chic, l'école reprend, ça y est, les enfants ne sont plus à la maison. Ça, essayons quand même d'être un tout petit peu vigilants dans la perception qu'ils auront de peut-être notre immense joie à nous, si on en fait le choix de les envoyer à l'école. Et puis, un tout petit mot de complément, parce que les médecins aussi ont appris des tas de choses pendant la pandémie. Alors, certains leur dépend parce qu'ils se sont exprimés imprudemment. Moi, j'ai essayé de m'exprimer prudemment sur ce sujet. Nous, ce qu'on a appris, c'est la modestie. Face à un virus dont on ne sait pas comment il arrive, dont on ne sait pas comment il repart, dont on ne connaît pas bien les déterminants des formes graves, on va être très très modeste et vraiment, vous savez, à un moment, vous avez vu comment les sommités médicales, comme on dit, ont commencé sur un ton un petit peu péremptoire, et plus le réel est arrivé, plus on a vu que ça ne se passait pas exactement comme prévu. On a dit au début qu'il n'y avait pas de cas contaminants non symptomatiques, et mes collègues et copains les plus compétents l'ont dit, puis on s'est aperçu de l'inverse. Donc vraiment, je crois que dans tous les cas, et en tout cas, je peux vous dire, moi, de ce que j'ai géré à l'hôpital, moi, j'ai géré dans mon hôpital public le soutien psychologique des équipes, l'accueil des patients, l'accueil des équipes, y compris les équipes de réanimation, qui étaient confrontées à des situations qu'ils n'imaginaient jamais traverser. La chose que nous avons intégrée, c'est la souplesse, la modestie et l'adaptabilité. Si vous voulez, ça fait 3 mois que je ne sais pas de quoi mon avenir professionnel sera fait le lendemain. J'ai monté, on vient d'en publier les données, une ligne ouverte pour les soignants, qui est ouverte 24 heures sur 24. Il y a eu énormément d'appels désespérés, énormément de personnes désespérées. On ne l'imaginait pas. Aujourd'hui, oui, ça c'est mon quotidien. On se demande s'il faut la fermer ou pas. Est-ce qu'il faut la fermer en espérant qu'on n'en aura plus besoin? Est-ce qu'il ne faut pas la fermer? Nous prenons toutes ces décisions, et c'est pareil sur le fait d'envoyer ou pas les enfants à l'école, avec modestie,
avec souplesse. Alors, on apparaît comme indécis, mais moi, je préfère apparaître dans un domaine comme ça, comme indécis, plutôt qu'apparaître péremptoire dans quelque chose où, à chaque fois, la situation et les faits ne sont pas exactement comme on l'avait prévu. C'est ça la crise, hein, c'est l'imprévisible, et on a besoin de tolérer cet imprévisible. Vous imaginez à l'époque où on ne tolérait pas l'idée que, je ne sais pas, moi, il n'y ait plus de cerises, ou il n'y ait plus chez le boucher la pièce de viande qu'on voulait, ou le livre qui nous manquait. Là, on a dû prendre une grande leçon de ce qu'on appelle la tolérance à l'incertitude, la tolérance à l'imprévisible. Et s'il y a une petite bonne nouvelle, c'est que cette tolérance à l'incertitude et cette tolérance à l'imprévisible, c'est un facteur de résistance. Cette leçon que nous avons prise là va nous faire du bien et va nous remettre dans le statut un petit peu modeste qu'on n'aurait probablement pas dû quitter trop longtemps. Autre question, et je pense qu'on va conclure, même si je sais qu'il y a énormément de questions qui sont en attente, mais je pense qu'on va conclure. Encore une autre question peut-être? Bonsoir. Pour les élèves qui n'ont pas passé le bac, est-ce qu'on peut leur dire qu'on ne maîtrise pas les choses, telles que le proverbe « Nombreuses sont les pensées, Dieu s'accomplit ». Alors, professeur, J'ai pas entendu le proverbe. Je crois qu'en hébreu, c'est Rabot Marchavot Belev Ish Vatsat Hashem Itakum, qui veut dire bravo. nombreuses sont les pensées des hommes, seule la volonté de Dieu s'accomplit. Oui, en tout cas, l'idée de renoncer, je vais le dire autrement, à ce qui pourrait apparaître comme un fantasme de toute puissance, de maîtrise du destin, de croire qu'au fond, toutes ces choses sont contrôlables. Alors après, vous renverrez la maîtrise à votre, aux références culturelles et cultuelles que vous souhaitez. Mais en tout cas, accepter cette idée qu'on n'est pas seul face à son destin, c'est à la fois juste et c'est probablement aussi assez protecteur. Je partage complètement cette idée et c'est vrai qu'en même temps, ces jeunes font l'apprentissage aujourd'hui de quelque chose qui les aidera beaucoup, j'ai l'impression, dans leur vie, c'est-à-dire l'apprentissage de la frustration. Moi, je rêvais pour l'an 2000 d'être à la fois en Italie, en Espagne, en Islande, en Israël, je fais des pays d'ailleurs avec I, et concrètement, ben non, on ne peut pas être partout à la fois, donc on a tous dans la vie à un moment une frustration, on aurait bien aimé, mais ça ne s'est pas passé comme cela, et malgré tout, on avance. Je crois que ça, c'est déjà une première chose qui est importante, c'est-à-dire réaliser qu'ils vont grandir en acceptant cette frustration. La révolte contre une réalité qui est ne servira à rien, et donc on peut leur faire passer aussi le message suivant, c'est qu'en effet, on aurait bien aimé, mais il y a cette réalité, on fait avec. Et en même temps, j'avais adoré un jour cette réponse qu'avait fait une petite demoiselle à sa grande sœur, qui était en pleurs parce qu'elle n'avait eu que 12 en maths. Et la petite sœur de lui dire, mais je ne comprends pas pourquoi tu pleures, c'est pas ce qui va t'empêcher de te marier et d'avoir des enfants. Et j'avais trouvé cette réponse tellement belle, tellement authentique. Leur apprendre à relativiser dans un second temps. Une fois qu'on a accueilli leurs difficultés, une fois qu'on leur a permis en effet de se dire, eh bien, au fond, j'ai vécu quand même, qu'on le veuille ou pas, une expérience particulière et une expérience de vie particulière qui va me servir. Et dans la mesure où on se battra après pour ses efforts, pour ses études et dans d'autres domaines, eh bien, les choses aboutiront. Je crois que on peut leur permettre à travers cela de positiver et d'avancer, surtout d'abord en accueillant et puis en leur donnant des éléments de réflexion qu'ils décideront d'utiliser eux-mêmes. D'ailleurs, et je conclue là-dessus, nous avons prévu de faire d'ici 1 ou 2 semaines maximum une soirée spéciale pour tous ces jeunes. C'est à la fois pour ces jeunes en première terminale qui ont vu la conclusion de leurs études un peu bousculée. Ça peut être aussi pour ceux qui viennent de démarrer le monde universitaire et qui aussi sont un peu déstabilisés par cela. On interviendra sur cela et évidemment, on essaiera de partager avec eux leurs réflexions pour faire en telle sorte que eh bien, cet événement soit le support à quelque chose de très beau et de très grand.
Professeur, je vous laisse conclure. Je conclurai après. Et puis, on souhaitera à tout le monde Laïla Tov. Ah, on vous entend plus. Voilà, je pense que voilà, votre conclusion est très belle. J'avais envie, puisqu'on avait commencé à parler de Viktor Frankl, vous voyez, de dire quelques mots de Viktor Frankl pour conclure et de vous raconter une histoire de Viktor Frankl. Viktor Frankl avait terminé ses études de médecine à Vienne et on lui a proposé un poste de grand médecin aux États-Unis. Viktor Frankl est un juif autrichien et il pouvait faire une grande carrière. Il pouvait faire une grande carrière aux États-Unis. Et puis, il s'est dit, c'est pas possible. On était en 1940 à Vienne. Je ne peux pas refuser cette opportunité. Et puis, il a trouvé au fond de sa poche, il le raconte très bien, un petit papier dans lequel était écrit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et évidemment, un des 10 commandements. Et il a lu ce papier et il a dit finalement, j'ai plus de débat, je vais rester à Vienne, je vais essayer de protéger mes parents, je vais essayer de rentrer dans quelque chose. Et d'ailleurs, il a monté des très belles choses, une sorte de résistance par le sens. Et au fond, il a dit, quand on pose des questions en termes de qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui donne du sens dans la vie, est-ce que c'est la grande carrière qu'on va me proposer à New York, ou est-ce que c'est la protection des parents et quelque chose d'une résistance au nazisme qui est en train de monter. Il dit au fond, à un moment, quand j'ai posé les questions en termes de sens, il n'y a plus de débat. Et peut-être que c'est comme ça qu'on sort de tout sujet qui fait débat, c'est en se demandant au fond, est-ce que ça nous donne du sens? Or, de l'argent, des trucs, vous voyez bien, il y a des grands débats, des économistes qui vous expliquent. Ça, moi, j'ai aucune réponse là-dessus. Mais au fond, on va avoir plus de sens, peut-être avec plus d'efforts, plus de difficultés. Et peut-être que c'est ça le message un petit peu optimiste. On a peut-être gagné un tout petit peu au minimum de sens, ou au moins, à un moment, on l'a tous eu aussi accroché dans la réalité qu'on soit tous. On s'est tous un tout petit peu interrogés sur le sens de la vie. On a tous eu ce petit sentiment de fragilité, ce petit sentiment de remise en question des certitudes. Et peut-être que ce moment où on s'est interrogé sur le sens, où on a vu, vous savez, il y a un moment où, moi je l'ai vu à l'hôpital, on se disait, ben, ça ne tient plus là, hein, ça ne marche plus, ça va pas rentrer. Ce moment-là a été un moment important. Et j'ai envie de finir en vous citant la phrase que je préfère de l'écrivain que je préfère, qui est Albert Camus, qui disait, il y a beaucoup de générations qui ont eu comme mission de faire le monde, de construire le monde. Peut-être que notre mission à nous, il le disait à son époque, et elle est peut-être vraie aussi à la nôtre, c'est juste d'éviter que le monde se défasse et d'éviter que nos existences se défassent. Et peut-être, et je vous sais gré de cette invitation, de cette soirée, peut-être que ces petits moments qu'on partage sont des moments où on va éviter que le monde se défasse. Je n'ai rien à ajouter, mais comme vous avez cité Viktor Frankl, alors je vais me permettre moi aussi de citer une phrase que j'aime beaucoup et je pense qu'il nous concerne toutes et tous. Viktor Frankl qui disait qu'à un moment, il faut arrêter d'être l'enfant de son passé et décider d'être le parent de son futur. Quelque part, c'est une merveilleuse proposition qu'il nous fait à toutes et à tous. Professeur Michel Lejoyeux, je vous remercie encore du fond du cœur de votre temps, de votre disponibilité, de votre sourire et de tout ce que vous avez pu partager avec nous. Merci à notre animateur qui mène à chaque fois cette, on va appeler ça émission de main de maître. Et surtout, merci à vous toutes et à vous tous qui avez pris le temps de partager avec nous cet échange. C'est merveilleux, ça nous réjouit profondément parce que ça montre qu'on est tous dans une dynamique, un désir d'apprendre. Je nous souhaite à toutes et à tous, Laïla Tov, de très très bonnes nouvelles et Bezrat Hashem, à très très bientôt. Kol Tov à tout le monde et bonsoir.